Est-ce que tu as parfois l'impression que la vie t'entraîne dans des directions que tu ne peux pas contrôler? Les choses ne se passent pas toujours comme nous le voudrions, et dans notre tentative de changer ce qui échappe à notre contrôle, nous nous épuisons et nous frustrons. Mais, et si je te disais que la clé pour trouver la véritable paix réside dans l'art de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas changer? Dans cette vidéo, nous allons explorer les principes stoïciens les plus puissants qui te permettront de comprendre comment trouver la paix et l'équilibre, quelles que soient les circonstances. Tu découvriras comment lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas, vivre avec détermination et maintenir ton calme au milieu du chaos. Ces principes te donneront une nouvelle perspective pour affronter les défis de la vie. Reste avec nous, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait transformer ta façon de voir la vie. Fait numéro 1. Accepte la transformation comme partie du cycle naturel. T'es-tu déjà senti mal à l'aise face au changement, comme si chaque transformation dans ta vie te déstabilisait? Tu n'es pas seul. Cela arrive à tout le monde. Nous nous habituons à la routine et quand quelque chose change, la peur de l'inconnu apparaît. Mais si tu y réfléchis bien, le changement est la chose la plus naturelle qui soit. Regarde la nature, les arbres poussent, les saisons se transforment et tout continue de s'écouler sans jamais s'arrêter. Ce que la vie nous enseigne, c'est que la transformation est inévitable. Les stoïciens parlèrent beaucoup de cela. Ils nous disaient que la paix intérieure survient lorsque nous acceptons le changement au lieu de lui résister. Marc Aurèle disait: la vie est changement. L'univers est changement. Ce que nous sommes aujourd'hui ne sera plus le même demain. Et voilà le point clé. Nous n'avons pas à lutter contre la transformation, mais à apprendre à y couler avec fluidité. Maintenant, pense à toutes ces fois où tu t'es accroché à ce que les choses restent les mêmes, seulement pour te frustrer quand elles ont changé. Cela pourrait être un emploi, une relation, ou simplement une phase de ta vie que tu voulais maintenir. Mais qu'arriverait-il si, au lieu de résister au changement, tu l'acceptais comme une opportunité de grandir? Chaque transformation, aussi inconfortable soit-elle, nous donne la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau, de découvrir une partie de nous que nous ne connaissions pas. Imagine qu'en ce moment tu traverses un changement important. Cela pourrait être une rupture, un changement de carrière ou quelque chose d'aussi simple qu'une nouvelle étape de ta vie. Il est normal de ressentir de la peur ou de l'incertitude, mais je te pose cette question. Qu'est-ce que tu pourrais apprendre de cette situation si tu te permettais de l'accepter? Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement, mais lorsque tu acceptes le changement comme une partie intégrante de la vie, tu commences à trouver du calme au milieu du chaos. Il y a quelque chose de puissant à se rappeler que le changement n'est pas une menace. Au lieu de le voir comme quelque chose qui te déstabilise, tu peux le voir comme une opportunité. Demande-toi, quelle partie de moi est en train de grandir grâce à cette transformation? Avec le temps, tu te rendras compte qu'en acceptant ces cycles naturels, tu trouveras non seulement plus de paix, mais aussi une connexion plus profonde avec ce qui compte vraiment. Le changement n'est pas ton ennemi, il fait partie de ce qui te rend plus authentique et plus fort. Tu n'as qu'à le laisser couler, et dans ce processus, tu trouveras une vie plus sereine, en harmonie avec les cycles naturels de l'existence. Fait numéro 2. Plonge dans la nature pour rééquilibrer ton énergie. T'es-tu senti accablé dernièrement? Comme si la vie allait trop vite et que tout échappait à ton contrôle. Parfois, ce dont tu as vraiment besoin, ce n'est pas d'en faire plus, mais de t'arrêter, de respirer et de te reconnecter. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour cela que dans la nature. Nous oublions souvent que nous en faisons partie, et quand nous nous en éloignons, nous perdons aussi une partie de notre propre énergie. Les stoïciens, ainsi que de nombreuses philosophies spirituelles, nous rappellent l'importance de revenir à l'essentiel, au naturel. Sénèque disait « La nature ne se presse pas, et pourtant tout est accompli ». Et il a raison. Dans la nature, il n'y a ni précipitation ni pression, tout se déroule à son propre rythme.
Se plonger dans la nature est un rappel que nous avons également besoin de retrouver ce rythme plus calme, plus connecté. Pense à ces jours où tu ressens que tout va trop vite. Peut-être est-ce le moment parfait pour déconnecter un peu. Sortir, respirer de l'air frais, marcher parmi les arbres ou t'asseoir près de l'eau. Demande-toi, quand as-tu pris le temps, pour la dernière fois, de te déconnecter du bruit et de te reconnecter à la terre? La nature a une manière unique d'absorber nos tensions et de nous rendre la paix. C'est comme si, pendant un moment, tout le chaos du monde s'apaisait et qu'il ne restait que l'essentiel. Imagine à quel point c'est simple. Sortir dans un parc, marcher dans une forêt ou simplement écouter le bruit de l'eau. Tu n'as pas besoin de grands plans, juste d'être là, présent. La nature nous enseigne que tout n'a pas besoin d'être précipité ou planifié. Les arbres ne se hâtent pas pour pousser, la rivière ne force pas son écoulement, et nous non plus, nous ne devrions pas. Alors, la prochaine fois que tu te sens épuisé ou déconnecté, au lieu de continuer à courir, arrête-toi. Sors dans la nature, ne serait-ce que pour un moment. Tu seras surpris de voir comment le simple fait d'être entouré de verre, de respirer l'air frais, peut t'aider à rééquilibrer ton énergie. Sais-tu combien de fois tu as été épuisé sans te rendre compte que ce dont tu avais besoin, c'était juste un instant de paix? La nature est là, attendant que tu reviennes vers elle. Prends ce temps pour toi et tu verras comment tout recommence à couler naturellement. Fait numéro 3. Vise avec détermination pour créer ton chemin. As-tu déjà eu l'impression que, plutôt que de diriger ta propre vie, ce sont les circonstances qui te contrôlent? Cela nous arrive à tous à un moment donné. Parfois, nous laissons le quotidien nous emmener sur des chemins que nous n'avons pas vraiment choisis, et sans nous en rendre compte, nous nous sentons perdus ou sans direction. Mais voici la clé, tu as le pouvoir de créer ton propre chemin, et cela commence par un mot très important, la détermination. Les stoïciens nous ont enseigné quelque chose de très puissant. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta vie, mais comment tu choisis de réagir. Épictète le disait clairement, ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu réagis. Et c'est là que réside la détermination. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de rester ferme sur ce que tu veux, peu importe ce que la vie te réserve. Pense à une situation compliquée que tu traverses actuellement. Cela peut concerner ton travail, une relation ou un projet personnel. Il est facile de se sentir démuni, mais je te pose cette question. Es-tu en train de laisser cette situation te contrôler ou es-tu déterminé à avancer à ta manière? Avoir de la détermination ne signifie pas que le chemin sera facile, mais cela veut dire que chaque pas que tu fais te rapproche de ce que tu veux vraiment. Vivre avec détermination, c'est savoir exactement ce que tu désires et ne pas laisser les obstacles te détourner de ton objectif. Il ne s'agit pas d'être inflexible, mais d'avoir cette conviction que, quoi qu'il arrive, tu continues à avancer. Chaque petit pas compte, et à la fin, lorsque tu regarderas en arrière, tu verras que c'est toi qui as tracé ton propre chemin. Donc, la prochaine fois que tu te sens submergé ou perdu, rappelle-toi que la détermination est ce qui te garde en mouvement. Pose-toi la question, est-ce que je prends les rênes de ma vie ou est-ce que je laisse les circonstances m'entraîner? Tu es le seul à avoir le pouvoir de décider de ton destin. Au final, il ne s'agit pas de savoir si le chemin est facile ou difficile, mais d'avoir la certitude que chaque pas que tu fais est guidé par l'intention et le but que tu t'es fixé. Fait numéro 4. Trouve la paix grâce à la méditation guidée. T'est-il déjà arrivé de sentir que ton esprit tourne à 1000 à l'heure, comme s'il était impossible de le calmer? Avec toutes les distractions, le travail, les préoccupations. Parfois, on a l'impression que notre tête ne peut pas prendre un moment de repos. Mais, et si je te disais qu'il existe une manière simple de retrouver du calme au milieu de tout ça? Cela s'appelle la méditation guidée. La méditation n'est pas simplement arrêter de penser. Il s'agit plutôt de guider ton esprit vers un endroit de calme et de concentration. C'est un peu comme avoir un GPS interne qui t'emmène vers un espace de tranquillité, même lorsque tout semble hors de contrôle.
Les stoïciens parlaient déjà de quelque chose de similaire. Marc Aurèle avait l'habitude de réfléchir sur ses pensées en les guidant consciemment pour trouver la paix intérieure. Il disait « La paix commence quand tu cesses de permettre aux autres de contrôler tes pensées. » Et la méditation guidée est un outil parfait pour y parvenir. Imagine ceci, à la fin d'une journée stressante, au lieu de rester coincé dans l'anxiété, tu prends un moment pour toi. Tu t'assois dans un endroit calme, tu fermes les yeux et une voix te guide. Respire profondément, laisse partir le stress, concentre-toi sur l'instant présent. C'est incroyable comme quelques minutes de méditation peuvent changer les choses. Soudainement, les pensées bruyantes commencent à se calmer, ta respiration devient plus profonde et tu sens que tu reprends le contrôle. Et le mieux, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert pour commencer. Tu peux chercher une méditation guidée sur ton téléphone ou simplement te guider toi-même avec des mots doux. L'essentiel, c'est de prendre ce moment pour toi, de te reconnecter et de recharger ton énergie. Alors, la prochaine fois que tu te sens submergé, pose-toi cette question. Et si je prenais 5 minutes pour méditer? Je te garantis que ces quelques minutes peuvent faire toute la différence. Ton esprit et ton corps te remercieront. La paix que tu cherches est déjà en toi et la méditation guidée est la clé pour la trouver. Fait numéro 5, contrôle ta respiration pour trouver la sérénité. T'es-tu déjà rendu compte que lorsque nous sommes stressés ou anxieux, notre respiration s'accélère? Parfois, on ne le remarque même pas, mais la manière dont nous respirons est directement liée à la façon dont nous nous sentons. La bonne nouvelle, c'est que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler notre respiration, et cela change tout. Lorsque tu apprends à contrôler ta respiration, tu peux trouver du calme au milieu du chaos. Les stoïciens le savaient très bien, même s'ils ne parlaient pas précisément de techniques de respiration. Pour eux, la clé résidait dans le fait de garder le contrôle sur ce que nous pouvons maîtriser, et notre respiration est l'un de ces éléments. Lorsque tout semble aller trop vite autour de toi, ta respiration peut devenir ton ancre, ton moyen de revenir au présent. Imagine que tu es au milieu d'une situation stressante, le travail, les problèmes quotidiens, les 1000 pensées qui te submergent. Tout semble écrasant. Mais à ce moment-là, tu fais une pause. Tu inspires profondément par le nez, puis tu expires lentement par la bouche. Et soudain, les choses commencent à se calmer, au moins en toi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Contrôler ta respiration aide à activer ton système nerveux parasympathique, celui qui est responsable de la relaxation. Et tu n'as besoin que de quelques minutes. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu peux commencer par quelque chose de simple. Inspire pendant 4 secondes, expire pendant 4 secondes. Fais-le 3 ou 4 fois et tu sentiras peu à peu ton corps se détendre. Demande-toi, à quand remonte la dernière fois que je me suis accordé un moment rien que pour respirer? C'est une chose si basique, mais nous oublions souvent à quel point elle est puissante. La prochaine fois que tu te sens dépassé, souviens-toi simplement que ta respiration est un outil que tu as toujours avec toi. Tu n'as qu'à en prendre le contrôle et en ce geste simple, tu ouvriras une porte vers la sérénité. Fait numéro 6, laisse derrière toi les ressentiments et allège ton esprit. As-tu déjà ressenti que le ressentiment envers quelqu'un te pesait plus que tu ne l'imaginais? Cela peut être quelque chose qui s'est produit il y a longtemps, ou peut-être une blessure plus récente. Le problème, c'est que tant que nous continuons à porter ce ressentiment, c'est nous-mêmes qui restons piégés. C'est comme transporter un sac à dos rempli de pierres, qui devient plus lourd chaque jour. Les stoïciens, ainsi que de nombreuses autres philosophies, nous enseignent que conserver du ressentiment ne nous affecte pas seulement émotionnellement, mais nous empêche également d'avancer. Sénèque disait « Se tromper est humain, pardonner est naturel, parce que le pardon n'est pas pour les autres, il est pour toi. » En laissant derrière toi ces sentiments de rancune, tu allèges ton esprit et te donnes l'opportunité de vivre plus librement.
Pense à une situation où quelqu'un t'a blessé et où tu portes encore ce ressentiment avec toi. Maintenant, pose-toi cette question. Qui est le plus affecté par cette rancune, cette personne ou moi? La réalité, c'est que le ressentiment est un poids qui nous attache au passé. En le relâchant, non seulement tu te libères, mais tu fais de la place pour accueillir des choses plus légères, la paix, la tranquillité et la joie. Je ne dis pas que c'est facile. Laisser derrière soi le ressentiment est un processus. Mais c'est un processus qui en vaut la peine. Parfois, il suffit de décider que tu ne veux plus porter ce poids, de reconnaître que le passé ne peut pas être changé, mais que ton attitude à son égard, elle, peut l'être. La prochaine fois que tu te sens piégé par le ressentiment, arrête-toi un moment et demande-toi, est-ce vraiment ce que je veux continuer à porter avec moi? En le relâchant, tu remarqueras à quel point ton esprit s'allège et comment tu commences à marcher plus librement et en paix avec toi-même. Fait numéro 7. Construis des relations profondes et authentiques. Aujourd'hui, il semble que nous soyons plus connectés que jamais, mais combien de ces connexions sont vraiment profondes? Nous sommes entourés de personnes, nous interagissons constamment, mais souvent ces relations restent superficielles. Pourtant, ce qui nourrit vraiment notre esprit, ce sont les relations authentiques, celles qui te permettent d'être toi-même, sans masque ni attente. Les stoïciens valorisaient les relations sincères, basées sur la confiance et le respect. Épictète disait « Seules les relations sincères peuvent nourrir l'âme ». Et c'est vrai, lorsque tu partages avec quelqu'un de manière authentique, tu te sens non seulement plus connecté, mais ta vie prend un sens plus profond. Pense aux personnes les plus proches de toi. Combien de ces relations te permettent d'être vraiment toi-même, sans avoir besoin de faire bonne impression ou de répondre à des attentes? Parfois, on réalise que, même entouré de gens, on peut se sentir seul si l'on ne cultive pas des connexions plus profondes. Les relations authentiques ne se mesurent pas en quantité, mais en qualité. Construire des relations profondes demande du temps et de la vulnérabilité. C'est partager tes peurs, tes rêves, être honnête. Il ne s'agit pas de plaire à tout le monde, mais de trouver ces personnes avec lesquelles tu peux être toi-même, sans filtre. Et cela commence par toi, en montrant ton côté le plus authentique. Alors, la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, pose-toi cette question. Suis-je authentique dans cette relation? Suis-je en train de construire quelque chose de profond et sincère? Si la réponse est non, il est peut-être temps d'ajuster ta trajectoire et de te concentrer sur ce qui compte vraiment, la qualité avant la quantité. Les relations profondes te nourrissent d'une manière qu'aucune autre chose ne peut. Commence à les construire, et tu verras comment ta vie se remplit de sens. Fait numéro 8. Libère-toi du passé et vis dans le présent. As-tu déjà eu l'impression que ton esprit était piégé dans quelque chose qui s'est passé il y a longtemps? Il est facile de rester accroché au passé, de revivre des erreurs, des moments difficiles ou même de regretter des temps meilleurs. Mais en réalité, tant que nous restons attachés au passé, nous manquons la seule chose que nous avons vraiment, le présent. Les stoïciens comprenèrent bien que vivre dans le présent est la clé de la paix intérieure. Marc Aurèle le disait clairement, « Ne te laisse pas emporter par les souvenirs du passé ni par les inquiétudes du futur. Ce que tu as, c'est le moment présent. En te libérant du passé, tu cesses de porter un poids que tu ne peux plus changer et tu t'ouvres à ce qui se passe maintenant, à cet instant précis. Imagine combien tu pourrais mieux profiter de la vie si tu ne passais pas ton temps à penser à ce qui aurait pu être ou à ce que tu as mal fait. Le passé est déjà derrière toi et tu ne peux pas le modifier. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est décider comment tu veux vivre le présent. Demande-toi, quelles opportunités suis-je en train de perdre aujourd'hui parce que je suis encore pris dans ce qui s'est passé? Se libérer du passé ne signifie pas oublier, mais plutôt cesser de porter la douleur ou les attentes qui ne te servent plus.
À chaque fois que tu te concentres sur le présent, tu te donnes l'occasion de vivre plus pleinement, de te connecter aux personnes autour de toi et de profiter de ce que tu as juste devant toi. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves pris dans des pensées sur le passé, arrête-toi un instant et pose-toi la question: comment puis-je être plus présent en ce moment? Parce que le présent est tout ce que nous avons vraiment, et le vivre est la meilleure manière d'honorer tout ce que tu es. Fait numéro 9. Apprécie le quotidien pour renforcer ton bien-être. T'es-tu déjà rendu compte que nous sommes souvent tellement occupés à chercher l'extraordinaire que nous oublions la beauté du quotidien? Dans notre quête de grandes réussites ou d'expériences uniques, nous passons souvent à côté de ces petits moments simples qui en réalité sont ceux qui remplissent le plus notre vie de bien-être. Les stoïciens nous enseignaient à trouver la satisfaction dans les petites choses. Marc Aurèle disait: tu n'as besoin de rien d'autre que ce que la vie t'offre déjà, ici et maintenant, dans le quotidien. Car c'est dans ces moments simples, dans les choses les plus ordinaires, que l'on trouve la paix et la véritable satisfaction. Pense à ces petites choses: le parfum du café le matin, une conversation sincère avec un ami, la lumière du soleil entrant par la fenêtre. Ce sont des choses que nous tenons pour acquises, mais qui ont en réalité le pouvoir d'améliorer ta journée si tu les apprécies pleinement. Demande-toi: combien de fois ai-je ignoré ces moments, à la recherche de quelque chose de plus grand ou de plus spécial? La vérité, c'est qu'en valorisant le quotidien, tu renforces ton bien-être et tu trouves plus de joie dans ce que tu possèdes déjà. Apprécier le quotidien ne signifie pas se résigner, mais être conscient de ce qui t'entoure déjà, des choses qui te rendent heureux. La prochaine fois que tu te sens accablé ou découragé, prends un moment pour observer ce que tu as dans ta journée. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est suffisant pour nourrir ton bien-être de manière profonde. Aujourd'hui, au lieu de chercher la grandeur dans l'extraordinaire, essaie de la trouver dans ce qu'il y a de plus simple. Car lorsque tu commences à apprécier le quotidien, ta vie devient plus riche, plus complète, et tu réalises que le bien-être réside dans chaque moment, si tu choisis de le voir. Fait numéro 10. Sème l'empathie en toi et chez les autres. T'es-tu déjà demandé combien le monde pourrait changer si nous pratiquions un peu plus d'empathie? Dans notre vie quotidienne, il nous arrive d'oublier de nous mettre à la place de l'autre. Pourtant, l'empathie n'est pas seulement un moyen de se connecter aux autres, c'est aussi un puissant outil pour créer un environnement plus compréhensif et harmonieux. Les stoïciens soulignaient l'importance de comprendre les autres avec compassion. Sénèque disait: « Allège le fardeau des autres autant que tu le peux, et ce que tu fais pour eux, tu le fais pour toi-même. » L'empathie n'aide pas seulement ceux qui nous entourent, elle nous transforme aussi nous-mêmes. Lorsque nous prenons le temps de comprendre les sentiments et les perspectives des autres, nous créons une énergie de connexion et de paix qui a un profond impact sur nos relations. Imagine un instant qu'au lieu de réagir à une situation difficile avec colère ou frustration, tu choisis de répondre avec empathie. Pose-toi la question: que traverse cette personne que je ne peux pas voir? En agissant ainsi, non seulement tu apaises le conflit, mais tu plantes aussi une graine de compréhension en toi et chez les autres. Cette graine peut fleurir en compassion et en tolérance, créant un espace où tout le monde se sent écouté et valorisé. L'empathie commence également avec soi-même. Nous sommes souvent durs envers nous-mêmes. Nous nous critiquons sans relâche. Mais pourquoi ne pas commencer à se traiter avec la même empathie que celle que nous offrons aux autres? Demande-toi: suis-je aussi compatissant avec moi-même que je le serais avec un ami dans la même situation? Lorsque tu sèmes l'empathie en toi, tu te permets de grandir et de guérir. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un malentendu ou un conflit, essaie de répondre avec empathie. Sème cette graine en toi et chez ceux qui t'entourent. Tu verras comment ton environnement commence à changer peu à peu et comment ton propre bien-être s'épanouit. Fait numéro 11. Développe l'autodiscipline pour maintenir l'équilibre intérieur.
T'es-tu déjà rendu compte qu'en l'absence d'autodiscipline, il est facile de perdre de vue ses objectifs? Parfois, nous voulons accomplir tant de choses que, sans nous en rendre compte, nous nous désorganisons ou nous laissons distraire. Mais voici la clé. Développer l'autodiscipline ne t'aide pas seulement à atteindre tes objectifs. C'est également essentiel pour maintenir cet équilibre intérieur si nécessaire au quotidien. Les stoïciens accordaient une grande importance à l'autodiscipline, car ils savaient que, lorsqu'on contrôle soi-même, on contrôle aussi ses émotions et ses réactions. Épictète disait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Et c'est vrai. La véritable liberté vient lorsque nous sommes capables de nous guider, de rester concentrés sur ce qui est important, sans nous laisser emporter par des impulsions passagères. Imagine que tu as un objectif, qu'il soit personnel ou professionnel, et que chaque fois qu'une distraction ou une tentation se présente, tu t'éloignes de ton chemin. Ce manque de discipline te frustre, te fait sentir que tu n'avances pas. Mais lorsque tu décides d'être discipliné, de rester ferme dans tes habitudes et tes décisions, tu sens une force intérieure qui te pousse en avant. L'autodiscipline ne consiste pas seulement à remplir ses obligations. Elle construit aussi un équilibre interne qui te procure paix et confiance en toi. Il ne s'agit pas d'être dur ou inflexible avec toi-même, mais de maintenir un engagement envers ce que tu veux vraiment. Demande-toi, quel petit geste puis-je adopter aujourd'hui pour développer mon autodiscipline? Cela pourrait être aussi simple que de consacrer quelques minutes par jour à un objectif personnel ou d'éviter des distractions qui n'apportent rien. Avec le temps, ces petits actes de discipline t'aideront à maintenir cet équilibre que nous recherchons tous. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras dévié de ce qui est réellement important, souviens-toi que l'autodiscipline est la base de l'équilibre intérieur. Chaque petit pas vers plus de discipline te rapprochera de vivre en harmonie avec toi-même. Fait numéro 12. Cultive le détachement matériel pour libérer ton âme. T'es-tu déjà senti submergé par le désir d'avoir toujours plus? Nous vivons dans un monde qui nous dit constamment que nous serons plus heureux avec la dernière nouveauté, avec ce que nous ne possédons pas encore. Mais que dirais-tu si je te disais que le véritable bien-être ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es? Apprendre à te détacher des biens matériels peut être la clé pour trouver une liberté plus profonde. Les stoïciens nous rappelaient que les possessions matérielles sont éphémères et que nous ne devrions pas nous définir par ce que nous possédons. Sénèque disait « Est esclave celui qui ne peut vivre sans ce qu'il possède ». Lorsque nous dépendons des biens matériels pour nous sentir complets, nous nous attachons à quelque chose qui ne sera jamais suffisant. Il y aura toujours quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus impressionnant, pour nous donner l'illusion qu'il nous manque encore quelque chose. Le détachement, en revanche, c'est trouver la satisfaction et la paix dans ce que nous sommes déjà, sans dépendre du monde extérieur. Imagine à quel point la vie serait plus légère sans cette pression constante de toujours vouloir plus. Pense à la liberté de ne pas te sentir attaché à des objets, de ne pas mesurer ta valeur en fonction de ce que tu possèdes, mais plutôt en fonction de ce que tu es. Pose-toi cette question. Combien de fois ai-je pensé qu'un objet me rendrait plus heureux pour finalement réaliser que ce bonheur était temporaire? En cultivant le détachement matériel, tu libères ton âme. Tu te rends compte que la vraie richesse ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu ressens, dans les liens que tu tisses avec les autres. Le détachement ne signifie pas renoncer à tout, mais changer la relation que tu entretiens avec ce que tu possèdes. Au lieu de laisser les choses te posséder, tu choisis comment interagir avec elles. Cela signifie être reconnaissant pour ce que tu as, mais ne pas laisser cela définir qui tu es. La prochaine fois que tu seras tenté de chercher le bonheur dans un bien matériel, arrête-toi un instant et demande-toi, est-ce que cela va réellement remplir ma vie? En cultivant le détachement, tu découvriras que tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin pour être libre. Fait 13,
Apprends à accepter ce que tu ne peux pas changer. T'es-tu déjà senti piégé en luttant contre une situation que tu ne pouvais tout simplement pas changer? Cela nous arrive à tous. Parfois, nous investissons tellement d'énergie à essayer de modifier des choses qui échappent à notre contrôle, les décisions des autres, des circonstances indépendantes de nous, ou même des erreurs du passé. C'est dans ces moments-là que nous avons le plus besoin de nous rappeler une des leçons les plus puissantes que nous puissions apprendre, l'acceptation. Les stoïciens ont beaucoup parlé de cela. Épictète nous l'a expliqué simplement. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Et là réside la clé. Souvent, nous nous retrouvons bloqués parce que nous essayons de contrôler l'incontrôlable. Cependant, lorsque nous parvenons à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, nous ressentons un profond soulagement et une libération immense. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de comprendre que lutter contre l'inévitable ne fait que générer davantage de souffrance. Pense à une situation récente qui t'a frustré. Peut-être s'agit-il d'un conflit avec quelqu'un qui ne change tout simplement pas ou d'un événement imprévu qui a bouleversé tes plans. Pose-toi la question, puis-je vraiment changer cela ou est-ce quelque chose que je dois apprendre à accepter? Cette question peut faire toute la différence. Accepter ne signifie pas être d'accord avec ce qui se passe ou l'apprécier, mais cela te permet de relâcher le contrôle et d'arrêter de lutter contre une réalité que tu ne peux pas modifier. Imagine à quel point la vie serait plus sereine sans ce fardeau constant de vouloir que tout se déroule exactement comme tu l'espères. Lorsque tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, ton énergie se redirige vers ce qui est effectivement sous ton contrôle. Tes actions, tes réactions, tes pensées. Et cela, même si cela semble petit, est ce qui transforme véritablement ta vie. Car c'est dans nos décisions, et non dans les circonstances extérieures, que réside notre véritable pouvoir. Mais attention, accepter ne signifie pas être passif ou se résigner. C'est plutôt un acte de sagesse. En acceptant ce que tu ne peux pas changer, tu choisis également avec plus de clarté où mettre tes efforts. Tu peux continuer à te battre pour ce qui est important, mais sans gaspiller ton énergie dans des domaines qui échappent à ton contrôle. Plutôt que de te tourmenter pour ce que tu ne peux pas maîtriser, tu peux te concentrer sur ce que tu peux améliorer, sur ce qui est à ta portée. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras frustré ou piégé, arrête-toi un instant. Respire profondément et demande-toi, est-ce quelque chose que je peux changer ou quelque chose que je dois accepter? La réponse pourrait te surprendre. Et dans cette acceptation, tu pourrais découvrir une paix dont tu ignorais même l'existence. Parce qu'au final, accepter ce que nous ne pouvons pas changer nous libère d'une bataille constante contre la réalité et nous permet de vivre avec plus de tranquillité et d'équilibre. As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un ne t'a pas accordé la valeur que tu méritais? Que malgré tous les efforts que tu as faits, on t'a pris pour acquis ou sous-estimé? Si c'est le cas, laisse-moi te dire une chose. Cette histoire ne s'arrête pas là. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de vengeance, mais de quelque chose de bien plus puissant. Aujourd'hui, je vais te montrer comment, à travers 10 actions, tu peux transformer cette déception en un élan incroyable pour grandir, te transformer, et sans même le vouloir, faire en sorte que la personne qui ne t'a pas valorisé réalise ce qu'elle a perdu. Parfois, la meilleure façon de répondre n'est pas avec des mots, mais avec des actions. Des actions qui non seulement t'emmènent au sommet, mais qui font aussi que ceux qui t'ont sous-estimé ne pourront plus t'ignorer. Nous allons explorer comment, en te concentrant sur ta propre croissance, en t'améliorant à la fois intérieurement et extérieurement, tu peux créer un impact si grand dans ta vie que, inévitablement, ceux qui t'ont laissé, eux, partir, commenceront à regretter leurs décisions. Ce n'est pas un chemin vers la validation extérieure. C'est un voyage vers la meilleure version de toi-même. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'à la fin, tu n'auras pas besoin de dire quoi que ce soit. Tes actions parleront d'elles-mêmes, alors commençons par la première action. Première action. Garde un silence calculé sur les réseaux sociaux.
Réfléchis-y un instant. T'es-tu déjà rendu compte à quel point ton absence peut être puissante? Parfois, on pense qu'on doit toujours être présent pour être valorisé par quelqu'un. Mais en réalité, le silence peut être bien plus efficace lorsque quelqu'un ne t'a pas accordé la valeur que tu mérites. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de disparaître sans raison, mais de le faire avec une intention claire, avec un but précis. En cessant de partager les détails de ta vie sur les réseaux sociaux, tu crées quelque chose de difficile à ignorer. La curiosité. Cette personne, qui était habituée à te voir constamment, n'a désormais plus accès à toi. Et que se passe-t-il ensuite? Les questions commencent à surgir, l'inquiétude grandit. Ce que tu fais, c'est exploiter un principe psychologique très simple. Quand tu laisses une question sans réponse, l'esprit cherche à la résoudre. En te retirant des réseaux sociaux, cette personne se retrouve avec un vide. Et dans ce vide, des doutes apparaissent. Que fait-elle maintenant? Pourquoi ne partage-t-elle plus rien? Avec qui est-elle? Ce type de silence n'est ni un retrait, ni un signe de faiblesse. C'est tout le contraire. C'est une manière de dire sans un mot. Tu n'as plus besoin de savoir ce que je fais, car je suis occupé à grandir. Soudain, ton silence devient bien plus puissant que n'importe quelle publication que tu aurais pu faire. Et lorsque tu choisiras de réapparaître, tu le feras en tant que personne entièrement renouvelée, avec plus de confiance, plus de succès et plus d'assurance. Parce que durant ce temps de silence, tu t'es concentré sur ce qui compte vraiment, toi-même. Et ce qu'il y a de mieux dans tout cela, c'est que celui qui ne t'a pas valorisé fait désormais face à une réalité où ton absence pèse beaucoup plus qu'il ne l'avait imaginé. Alors, quand quelqu'un te sous-estime, souviens-toi que parfois, la meilleure réponse est de ne rien dire. Le silence parle, et souvent, il en dit beaucoup plus que les mots. Deuxième action, concentre-toi sur ta croissance personnelle. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Lorsque quelqu'un ne te valorise pas, la meilleure réponse n'est pas d'essayer de lui prouver ta valeur, mais de te prouver à toi-même ce dont tu es capable. La clé réside dans le fait de te concentrer pleinement sur ta croissance personnelle. Et pas seulement parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, mais aussi parce que dans ce processus, cette personne commencera à réaliser ce qu'elle est en train de perdre. Réfléchis à ceci, pendant que tu grandis, que tu te concentres sur tes objectifs, que tu améliores ton bien-être physique, mental et émotionnel, tu construis une version de toi-même qui devient impossible à ignorer. Tu n'as pas besoin de l'annoncer ni de le crier sur tous les toits. Les gens le remarquent, et la personne qui t'a sous-estimé le ressentira d'autant plus. Chaque fois que tu investis en toi, au lieu de dépenser de l'énergie à te soucier de ce que les autres pensent, tu envoies un message clair. Tu n'es plus la même personne. Désormais, tu as d'autres priorités, et la première, c'est toi. Et ce qui se produit alors est presque inévitable. Cette personne commence à remarquer que tu n'es plus aussi disponible qu'avant, que ton énergie est tournée vers des choses plus grandes, et cela lui donne un sentiment de perte, voire de regret. La croissance personnelle ne consiste pas uniquement à améliorer ton apparence ou à atteindre des objectifs superficiels. Il s'agit de prendre soin de ta santé, d'apprendre de nouvelles compétences, de travailler sur ton estime de soi et de créer un environnement qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Et le plus puissant dans tout cela, c'est que tu ne le fais pas pour que les autres le voient, mais parce que tu te le dois à toi-même. Mais crois-moi, ils le remarqueront. Chaque fois que tu accomplis quelque chose de nouveau, chaque fois que tu montres que tu n'as pas besoin de validation externe pour avancer, la personne qui ne t'a pas valorisé va commencer à se demander si elle a fait le bon choix en te sous-estimant. Car désormais, tu es hors de sa portée. Tu as évolué, tandis qu'elle est restée enfermée dans la même version d'elle-même. Alors, chaque fois que tu ressens la tentation de revenir en arrière ou de vouloir prouver quelque chose, souviens-toi de ceci. Ton succès, ta croissance personnelle, c'est la meilleure réponse. Ils n'ont pas besoin de tes mots, car tes actions parleront bien plus fort. Troisième action. Améliore ton apparence personnelle.
On dit souvent que la première impression est déterminante, mais beaucoup oublient que cela ne concerne pas uniquement l'impression que tu laisses aux autres, mais aussi la façon dont tu te sens toi-même. Améliorer ton apparence personnelle n'est pas une simple question superficielle, c'est un outil puissant qui influe directement sur ton estime de soi et sur la manière dont le monde te perçoit. Et crois-moi, ceux qui ne t'ont pas apprécié le remarqueront. Quand tu te sens bien dans ta peau, cela se reflète naturellement dans ton énergie et ta confiance. Peu importe que tu croises cette personne ou qu'elle te voie de loin, ton apparence devient une déclaration silencieuse. C'est comme dire « je suis plus fort, plus sûr de moi, et j'ai laissé derrière moi tout ce qui ne m'apportait rien ». Et cet impact est d'autant plus puissant, surtout aux yeux de ceux qui t'ont sous-estimé. Il ne s'agit pas de changer pour les autres, mais d'optimiser le meilleur de toi-même, de te sentir à l'aise et fier de la manière dont tu te présentes au monde. Parfois, lorsque quelqu'un nous sous-estime, notre première réaction est de cacher notre éclat. Mais c'est exactement le contraire que tu devrais faire. C'est le moment de briller. Imagine ceci, tu commences à prendre soin de toi, à investir dans ton bien-être, dans tes vêtements, ton style et ta santé. Chaque fois que tu te regardes dans le miroir, tu te sens plus fort, plus sûr de toi. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu ne le fais pas pour quelqu'un d'autre, mais bien pour toi. Cependant, entre-temps, la personne qui ne t'a pas apprécié commence à réaliser ce qu'elle a perdu. Elle remarque que tu n'es plus la même personne, que ton apparence reflète désormais la croissance, la confiance en soi et le succès. Le plus important, c'est que tout cela, tu le fais pour toi. Améliorer ton apparence ne signifie pas chercher l'approbation des autres, mais plutôt créer une version de toi-même dont tu es fier. Et cette transformation a un effet indéniable sur ceux qui t'entourent, surtout ceux qui t'ont sous-estimé. Ils verront une personne qui a grandi, qui s'est surpassée et qui désormais semble inatteignable. Ton apparence n'est qu'une partie de ta transformation, mais elle est essentielle. Elle reflète tous les efforts que tu mets en toi-même. Alors, ne sous-estime jamais le pouvoir de te sentir et de paraître incroyable. Et souviens-toi, chaque fois que tu investis en toi, tu envoies un message silencieux mais très clair. J'ai évolué et tu ne fais plus partie de cette nouvelle version de moi. Quatrième action, deviens un modèle ou un mentor pour les autres. Quelque chose de vraiment transformateur se produit lorsque tu passes de quelqu'un qui cherche la reconnaissance à une personne que les autres regardent avec admiration et respect. Devenir un modèle ou un mentor pour les autres ne t'apporte pas seulement de la force, mais cela change également complètement la façon dont ceux qui t'ont sous-estimé te perçoivent. Pourquoi cette transformation est-elle si puissante ? Parce que, sans même t'en rendre compte, tu cesses d'être quelqu'un qui a besoin de validation extérieure pour devenir une figure que les autres recherchent pour apprendre, grandir et s'inspirer. Et l'aspect le plus important est que la personne qui ne t'a pas valorisé auparavant te regarde désormais avec une admiration qui n'existait pas auparavant. Tu n'es plus la même personne qu'il pouvait ignorer ou négliger. Maintenant, tu es un leader, quelqu'un qui a dépassé les attentes des autres. Réfléchis à cela un moment. Au lieu de te soucier de ce que les autres pensent de toi, tu commences à te concentrer sur la manière dont tu peux aider les autres. Que ce soit en partageant tes connaissances, en guidant quelqu'un sur un chemin similaire au tien, ou simplement en inspirant à travers tes actions. Petit à petit, tu deviens une figure d'autorité. Quelqu'un vers qui les autres se tournent, non seulement pour ce que tu as accompli, mais aussi pour ce que tu représentes. Imagine ceci. Alors que tu te concentres sur ta propre croissance, tu commences à recevoir des questions, des commentaires et des demandes d'aide de personnes qui te considèrent comme un exemple à suivre. Peut-être te demandent-ils comment tu as atteint tes objectifs ou surmonté certains défis. Et, sans même le chercher, tu es devenu un mentor, une référence, quelqu'un que les autres admirent pour sa capacité à se relever, à se transformer et à prospérer. Et c'est là que quelque chose de très puissant se produit. La personne qui ne t'a pas valorisé commence à s'en rendre compte.
Elle voit comment les autres te respectent, t'écoutent et cherchent ton aide. Elle se rend compte que, pendant qu'elle t'ignorait, tu devenais quelqu'un qui a un impact réel sur la vie des autres. Ce changement de dynamique est quelque chose qu'elle ne peut plus ignorer. Ce qui auparavant lui procurait un sentiment de sécurité devient maintenant une source de doute constant. Comment n'ai-je pas vu à quel point cette personne était précieuse? Devenir un modèle n'est pas seulement un accomplissement personnel, c'est un témoignage de ta résilience et de ta capacité à évoluer. Et cette évolution est profondément ressentie par ceux qui t'ont sous-estimé. Désormais, chaque fois qu'ils voient comment d'autres te recherchent, te suivent ou s'inspirent de toi, ils sont confrontés à la réalité que tu n'es plus la même personne qu'ils pensaient connaître. Tu es devenu quelqu'un qui a grandi, qui a transcendé les doutes et qui se trouve maintenant à un niveau qu'il n'aurait jamais imaginé atteindre. Mais voici ce qu'il y a de plus important. Ce rôle de mentor ou de modèle, tu ne l'adoptes pas pour eux, mais pour toi. Tu ne le fais pas pour impressionner ou provoquer une réaction. Tu le fais parce que tu es maintenant à un stade où tu as la capacité et le désir d'élever les autres. Et c'est ce qui les impacte le plus. Parce que lorsque tu n'es plus centré sur l'idée de prouver quelque chose à qui que ce soit, lorsque tu te concentres uniquement sur ta croissance et sur l'aide que tu peux apporter, tu deviens inatteignable. Tu ne joues plus dans la même cour. Être un modèle ou un mentor pour les autres signifie que tu as dépassé le besoin d'approbation et que c'est maintenant toi qui guides. C'est l'une des façons les plus subtiles et puissantes de montrer que tu as surmonté tous les doutes ou insécurités que tu avais autrefois. Ceux qui t'ont sous-estimé voient maintenant que ta vie continue d'avancer à un rythme qu'ils ne peuvent plus égaler. Et c'est quelque chose qui, inévitablement, leur fait regretter de ne pas t'avoir valorisé plus tôt. Chaque fois que tu endosses ce rôle de mentor, chaque fois que tu partages ta sagesse ou guides quelqu'un d'autre, tu réaffirmes ta propre valeur. Et cela n'a pas besoin d'être expliqué ni crié. Ceux qui t'ont sous-estimé le voient, le ressentent et peu à peu comprennent que tu n'es plus dans la même histoire. Tu as avancé, tu as grandi et maintenant, tu inspires les autres à faire de même. 5e action. Change tes routines ou tes habitudes visibles. Le changement est l'un des signes les plus puissants de croissance. Lorsque tu modifies tes routines ou tes habitudes, en particulier celles qui sont visibles pour les autres, tu envoies un message clair. Tu n'es plus la même personne qu'ils connaissaient, tu as évolué, et cela sans aucun doute est quelque chose que la personne qui ne t'a pas valorisé ne pourra pas ignorer. Imagine ceci, tu avais certaines routines ou comportements prévisibles, des habitudes que cette personne connaissait bien. Peut-être allais-tu toujours aux mêmes endroits, tu faisais les mêmes activités ou tu avais des habitudes évidentes. Mais tout d'un coup, tu changes. Désormais, il te voit faire des choses différentes, peut-être plus alignées avec tes objectifs, plus saines ou plus passionnantes. Ce changement visible, bien que minime, a un impact énorme. Car ce que tu dis réellement, sans mots, c'est « je grandis pendant que toi, tu restes inchangé ». Ces changements visibles suscitent la curiosité, la surprise et surtout un sentiment de perte chez celui qui t'a sous-estimé. En voyant que tu ne te comportes plus de la même manière, que tu as brisé avec tes anciennes routines, ils réalisent qu'ils n'ont plus le même accès ou contrôle sur ta vie. Ils constatent que tu prends désormais des décisions différentes, que tes priorités ont changé et ils commencent à sentir qu'ils te perdent. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Ils ont perdu la version de toi qu'ils n'ont pas su apprécier. Peut-être passais-tu beaucoup de temps sur les réseaux sociaux auparavant, et maintenant, tu choisis de te concentrer sur de nouvelles activités, comme le sport, l'apprentissage d'une nouvelle compétence, ou simplement te consacrer du temps. Peut-être changes-tu aussi ton cercle social, et tu t'entoures de personnes qui t'aident à grandir et à t'améliorer. Ces changements sont perceptibles, et la personne qui ne t'a pas valorisé commence à se demander « Qu'est-ce qui a déclenché ce changement ? Pourquoi n'agit-elle plus comme avant ?» Ce changement n'est pas pour eux, il est pour toi. Chaque nouvelle habitude,
Chaque nouvelle routine que tu adoptes est une étape de plus vers une version améliorée de toi-même. Mais inévitablement, cette personne le remarquera. Ce qui était prévisible pour eux devient maintenant un mystère. Et dans ce processus, ils commencent à réaliser ce qu'ils perdent, une version de toi qui progresse et évolue pendant qu'ils restent coincés dans leurs vieilles habitudes. Changer tes routines visibles est un rappel constant de ta transformation. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu n'as pas à t'expliquer. Tes actions parlent d'elles-mêmes. Et ce changement silencieux mais évident est l'une des façons les plus puissantes de faire en sorte que cette personne regrette de ne pas t'avoir valorisé quand elle en avait l'occasion. 6e action. Prospère sans regarder en arrière. Il arrive un moment où la meilleure décision que tu puisses prendre est d'avancer sans te retourner. Prospérer, te concentrer sur ton avenir et laisser derrière toi tout ce qui ne t'apportait rien est la plus grande déclaration de force que tu puisses faire. Et inévitablement, ceux qui ne t'ont pas valorisé le remarqueront. Lorsque tu décides de prospérer sans regarder en arrière, tu te libères du poids de ce que les autres pensent ou de toute intention de prouver quoi que ce soit. À ce stade, tout ton focus est sur ta croissance, tes objectifs et ce qui compte vraiment pour toi. Tu n'es plus en quête de validation. Tu n'attends plus que quelqu'un reconnaisse ta valeur, car désormais, tu la connais toi-même. C'est le pas le plus puissant que tu puisses franchir. Que signifie prospérer sans regarder en arrière? Cela signifie que tu continues à construire ta vie, à te concentrer sur ce qui te rend heureux, sur ce qui te nourrit. Cela peut être un nouveau projet, de nouvelles opportunités professionnelles ou simplement un mode de vie que tu as toujours voulu adopter. Ce qui compte, c'est que tu ne regardes plus vers le passé ni vers ceux qui t'ont sous-estimé. Tu es entièrement concentré sur le présent et l'avenir. La réalité, c'est que lorsque tu prospères, ceux qui n'ont pas su te valoriser commencent à ressentir ton absence de manière bien plus profonde. Ils verront comment tu progresses, comment ta vie continue de grandir et de s'améliorer. Et cette distance émotionnelle et personnelle que tu as créée devient un miroir pour eux, reflétant ce qu'ils ont perdu. Alors que tu continues d'avancer, eux restent pris dans leurs doutes, se demandant comment ils ont pu laisser passer une personne aussi précieuse. Prospérer sans regarder en arrière n'est pas un acte de vengeance, c'est un acte d'autosuffisance. C'est reconnaître que la chose la plus importante dans ta vie, c'est ton bien-être, ton succès et ton bonheur, sans dépendre de ceux qui n'ont pas su te valoriser. Et le plus ironique, c'est qu'à l'instant où tu cesses de vouloir leur prouver quoi que ce soit, c'est là qu'ils le remarquent le plus. Ils se rendent compte que tu n'as plus besoin de leur validation, car tu as construit quelque chose de bien plus grand, quelque chose que tu contrôles entièrement. Imagine ce que ça fait de ne plus te préoccuper de ce que les autres pensent de toi, de ne plus être affecté par leur présence ou leur absence dans ta vie. C'est ça la véritable liberté. Et cette liberté est ce qui impacte le plus ceux qui ne t'ont pas valorisé. Ils verront que tu ne fais plus partie de leur monde, que tu t'es élevé à quelque chose de plus grand et de meilleur. Et c'est ce qui engendre le plus de regrets. Alors continue d'avancer, prospère, concentre-toi sur toi et sur tout ce que tu peux accomplir. Car pendant que tu avances, eux resteront à te regarder de loin, regrettant de ne pas avoir su apprécier ce qu'ils avaient quand ils l'avaient. 7e action. Maintiens la courtoisie avec une distance stratégique. L'un des mouvements les plus intelligents que tu puisses faire est de maintenir la courtoisie tout en gardant une distance stratégique. Être poli, aimable et respectueux ne signifie pas donner un accès illimité à ta vie. Au contraire, cette combinaison de courtoisie et de distance envoie un message clair. Tu as grandi, tu as surmonté la situation, mais tu n'es plus disponible de la même manière. Pourquoi cette stratégie est-elle si efficace? Parce qu'elle démontre un contrôle total. Tu n'es pas en colère, tu ne nourris pas de rancune, mais en même temps, tu restes inaccessible. En te comportant avec courtoisie, tu fais comprendre à cette personne qu'elle n'a plus d'emprise sur tes émotions. Tu es calme,
serein et entièrement concentré sur toi-même. Mais, ce qui est essentiel, c'est que tu maintiens une distance qui indique clairement qu'ils ne peuvent plus s'approcher de toi comme avant. Imagine ceci. Cette personne qui ne t'a pas valorisé essaie d'entamer une conversation, t'envoie un message ou croise simplement ton chemin. Au lieu de montrer de la rancœur ou de l'inconfort, tu restes cordial. Tu réponds avec gentillesse, mais sans entrer dans les détails, sans leur donner le même accès qu'avant. Cela crée une barrière invisible, mais extrêmement puissante. C'est une manière de dire « Je n'ai aucun problème avec toi ». Mais tu ne fais plus partie de mon cercle intime. Cette distance stratégique laisse à l'autre une sensation d'incertitude. Ils ne peuvent plus entrer dans ta vie aussi facilement. Tu n'es plus la même personne à qui ils avaient un accès privilégié, et c'est ce qui crée un véritable impact. Car désormais, ils voient que tu es inatteignable, que ta vie continue d'avancer, mais sans eux. La courtoisie avec distance stratégique est puissante, car il ne s'agit pas d'ignorer ou de rompre complètement, mais de leur faire sentir qu'ils ont perdu leur place dans ta vie, sans avoir à le dire directement. En maintenant une attitude respectueuse et en même temps distante, tu renforces ton image de quelqu'un qui a mûri, qui a tourné la page et qui est tellement concentré sur sa propre croissance qu'il n'a plus besoin de ce lien. La clé réside dans l'équilibre. Tu seras aimable, mais sans intimité. Tu répondras, mais sans offrir plus que nécessaire. Et chaque fois que tu interagis avec cette personne, ils ne ressentiront qu'une seule chose, qu'ils ne sont plus sur la même longueur d'onde qu'avant, qu'ils ont perdu la place qu'ils occupaient autrefois. Et cela, en soi, génère des regrets. Garde la courtoisie, mais n'oublie pas, la véritable force réside dans la distance que tu maintiens. Car pendant qu'ils tentent de se rapprocher, toi, tu restes ferme, concentré sur ton propre chemin. 8e action. Embrasse ta liberté et ton autonomie. L'un des cadeaux les plus puissants que tu puisses te faire est d'embrasser ta liberté et ton autonomie. Lorsque tu cesses de dépendre émotionnellement de la validation des autres, en particulier de ceux qui ne t'ont pas apprécié à ta juste valeur, tu deviens la personne qui contrôle entièrement sa vie. Et cette liberté n'est pas seulement libératrice pour toi, elle crée également un impact profond sur ceux qui t'ont sous-estimé. Que signifie vraiment embrasser ta liberté ? Cela signifie que tu n'as plus besoin de l'approbation de qui que ce soit pour te sentir comblé. Tu n'es plus prisonnier des opinions, des jugements ou de l'acceptation de ceux qui, autrefois, ne t'ont pas donné ta place. Désormais, tes décisions, tes objectifs et ton bonheur ne dépendent que de toi. Cette autonomie est un changement de pouvoir. Tu ne laisses plus personne avoir le contrôle sur ce que tu ressens ou sur la direction que tu prends dans ta vie. Imagine ce que cela fait d'être totalement libre, de prendre des décisions uniquement en fonction de ce que tu veux pour toi-même, sans te soucier de ce que les autres pensent ou attendent. Cette liberté est la manifestation la plus pure de ta croissance. Et en même temps, ceux qui ne t'ont pas valorisé commencent à réaliser ce qu'ils ont perdu. Une personne qui ne dépend plus de leur attention, quelqu'un qui a trouvé la force dans son indépendance. L'autonomie n'est pas seulement une question externe, c'est une transformation intérieure. Tu ne cherches plus à te conformer à ce que les autres attendent de toi. Tu construis maintenant ta propre vie selon tes propres conditions. C'est un rappel constant que tu es suffisant en toi-même, que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent ou disent. Et quand cela devient évident, ceux qui t'ont sous-estimé le remarquent plus que jamais. Embrasser ta liberté signifie aussi que, au lieu de te préoccuper de ce que tu as perdu, tu te concentres sur tout ce que tu peux gagner en vivant une vie sans limitations externes. C'est une déclaration d'autosuffisance. Désormais, c'est toi qui décides comment tu vis, comment tu aimes et comment tu grandis. Et ce qui est encore plus important, c'est toi qui décides désormais qui fait partie de ta vie. Cette liberté est magnétique, car elle montre que tu n'attends plus rien de personne. Ceux qui t'ont sous-estimé, en te voyant pleinement autonome,
commencent à se demander s'ils n'ont pas commis une erreur en ne reconnaissant pas ta véritable valeur auparavant. Ils ne peuvent plus te contrôler, ni émotionnellement, ni d'aucune autre manière, car désormais, tu t'appartiens à toi seul. Alors, embrasse ta liberté et ton autonomie. Il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui a appris à marcher seule, à être autosuffisante et à vivre pleinement sans dépendre de la validation des autres. Car pendant que tu t'élèves, eux resteront à se demander comment ils ont pu te laisser partir. 9e action. Éveille la curiosité sans la chercher. Parfois, ce qu'il y a de plus intrigant, c'est de ne pas chercher à l'être. La curiosité est l'une des émotions les plus puissantes, et le plus fascinant, c'est que tu peux l'éveiller sans même essayer. Quand tu te concentres sur toi-même, sur ta croissance, sur tes nouvelles aspirations et activités, ceux qui t'ont sous-estimé commencent inévitablement à se poser des questions. Que fait-il maintenant? Ils le font parce qu'ils n'ont plus le même accès à toi qu'avant. Comment éveiller la curiosité sans la chercher? Simplement en étant authentique et en vivant pleinement ta vie, sans ressentir le besoin de tout montrer ou de tout expliquer. Lorsque tu n'es pas en quête désespérée d'attention, mais que tu te concentres sur tes propres projets et rêves, tu crées naturellement une aura de mystère. Tu ne partages plus chaque détail de ta vie, tu n'es plus en quête de validation constante, et cette distance éveille une curiosité naturelle chez ceux qui t'entourent. Le plus intéressant, c'est que tu n'as rien de spécial à faire pour y parvenir. En vivant ta vie de manière authentique, sans chercher à attirer l'attention, ceux qui t'ont sous-estimé remarquent ce changement. Tu n'es plus aussi prévisible ni aussi disponible qu'avant, et cette transformation les pousse à se poser des questions auxquelles ils n'ont pas de réponse. Que fait-il en ce moment? Pourquoi ne se comporte-t-il plus comme avant? Ces interrogations deviennent inévitables. Imagine que tu te concentres sur de nouveaux objectifs, que tu apprends de nouvelles choses et que tu t'entoures de personnes différentes. Mais tu ne le fais pas pour le montrer, tu le fais pour toi. Quelqu'un qui t'a sous-estimé perçoit ce changement, mais il n'a pas toutes les pièces du puzzle. Cela crée une intrigue naturelle, car tu n'es plus aussi accessible qu'avant. Tu ne partages plus tout, et cette absence d'information pousse leur imagination à travailler davantage. Le plus puissant dans le fait d'éveiller la curiosité sans la chercher, c'est qu'il ne s'agit ni de manipulation, ni d'une stratégie calculée. Il s'agit simplement de te concentrer sur ta propre croissance, sans ressentir le besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. La curiosité découle naturellement de ta transformation. Les gens remarquent les changements dans ton énergie, dans ton comportement, dans les décisions que tu prends. Et ceux qui t'ont sous-estimé commencent à se demander s'ils n'ont pas commis une erreur en ne voyant pas ta vraie valeur. Quand tu ne donnes pas d'explication et que tu ne cherches pas à capter l'attention, tu deviens imprévisible. Et c'est ce qui suscite encore plus d'intérêt. Tu n'es plus en train de jouer selon leurs règles, car désormais, seules les tiennes comptent. Et dans ce processus, sans même t'en rendre compte, tu commences à susciter plus de curiosité que tu n'aurais jamais pu l'imaginer. Alors, ne te soucie pas d'éveiller la curiosité chez les autres. Concentre-toi sur ta propre vie, profite pleinement et continue de grandir. La curiosité viendra d'elle-même, car le plus grand mystère réside toujours dans ce qui ne se montre pas ouvertement. 10e action. Conquiers tes objectifs et célèbre tes réussites. Laisse-moi te dire une chose, il n'y a rien de plus puissant que de voir quelqu'un atteindre ses objectifs et célébrer ses réussites. Surtout si cette personne a été sous-estimée par le passé, car lorsque tu accomplis quelque chose de grand, ou même un petit objectif que tu t'es fixé, tu envoies un message très clair. Tu n'as plus besoin que les autres te valident. Tu es là pour toi-même, et ton succès parle de lui-même. Cela ne concerne pas seulement les grands succès visibles par tous. Parfois, ce sont ces petites avancées personnelles, ces pas que tu fais jour après jour qui comptent vraiment. Et le plus important, c'est que chaque fois que tu atteins un objectif, tu te prouves à toi-même ce dont tu es capable. C'est là que réside le véritable pouvoir.
Tu n'as plus besoin que quelqu'un d'autre te le dise, parce que tu le sais déjà. Imagine ceci, tu commences à réaliser les objectifs que tu t'étais fixés. Peut-être est-ce dans ton travail, peut-être dans ton bien-être physique ou émotionnel. Et le plus important, c'est que tu commences à célébrer ces réussites. Tu ne le fais pas pour te vanter ou pour chercher l'approbation des autres. Tu le fais parce que tu es fier de toi-même. Et c'est ça qui compte vraiment. Et même si tu ne le fais pas pour que les autres le remarquent, crois-moi, ils le remarqueront. Ce qui se passe, c'est que chaque fois que tu célèbres tes succès, que ce soit publiquement ou simplement en appréciant le moment en privé, tu renforces cette sensation d'autosuffisance. Tu montres que tout ce dont tu as besoin pour te sentir bien se trouve déjà en toi. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, surtout ceux qui t'ont un jour sous-estimé. Ils voient que pendant qu'eux stagnent, tu continues d'avancer, de grandir, et le meilleur dans tout ça, c'est que tu profites du processus. Le plus incroyable dans tout cela, c'est que tu n'essayes pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce n'est pas nécessaire. Tu es tellement concentré sur ton chemin, sur tes objectifs, que la reconnaissance extérieure n'est qu'un bonus, pas un objectif en soi. Et c'est ce qui te rend si magnétique. Parce que lorsqu'une personne voit quelqu'un d'autre réussir, atteindre ses objectifs sans chercher à être validé, il est impossible de ne pas remarquer cette lueur. Alors, à chaque nouvelle réussite, célèbre-la. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir si les autres le remarquent ou non. Il s'agit de toi, de reconnaître ton effort et de savourer le résultat. À la fin de la journée, ce qui compte le plus, c'est comment tu te sens avec toi-même. Et tant que tu continueras d'avancer, ces personnes qui ne t'ont pas valorisé verront, sans que tu n'aies à dire un mot, que tu n'es plus dans leur monde. Tu es à un autre niveau. T'es-tu déjà demandé pourquoi nous réagissons de manière impulsive? Pourquoi nous nous inquiétons pour l'avenir? Ou pourquoi nous reportons des tâches importantes? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 faits psychologiques clés qui nous permettront de mieux comprendre le comportement humain et nos propres décisions quotidiennes. De plus, tu découvriras comment les enseignements du stoïcisme peuvent t'aider à gérer ces schémas en t'apportant plus d'équilibre et de clarté dans ta vie. Commençons. Fait numéro 1. Les gens ont tendance à réagir émotionnellement avant de raisonner. Lorsque nous faisons face à une situation inattendue, la plupart du temps, notre première réaction est émotionnelle. Cela se produit parce que le cerveau active le système limbique, la partie responsable de la gestion de nos émotions. En période de stress, ce système réagit rapidement, avant même que notre raison ait l'occasion d'intervenir. Ce schéma était utile à nos ancêtres, car il leur permettait de réagir instantanément à des situations dangereuses. Cependant, dans la vie moderne, les réactions émotionnelles peuvent nous mener à prendre des décisions précipitées dans des situations qui ne représentent pas vraiment une menace. C'est ici que le stoïcisme offre un outil puissant. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. Cela signifie que, bien que nos émotions soient la première réponse, nous avons le pouvoir de nous arrêter, réfléchir et choisir une réaction plus rationnelle. Les stoïciens nous enseignent à marquer une pause avant d'agir, à reconnaître nos émotions, puis à laisser la raison prendre le contrôle. Cette pratique nous aide à prendre des décisions plus sages, plutôt que de nous laisser emporter par l'impulsion du moment. Fait numéro 2. Les gens ont tendance à surplanifier et à s'inquiéter pour l'avenir. Il est courant que les gens passent beaucoup de temps à s'inquiéter et à surplanifier ce qui pourrait arriver dans le futur. Cela est dû au fait que notre cerveau cherche à anticiper l'inconnu afin de nous rassurer. Cependant, cette préoccupation constante génère souvent de l'anxiété, car nous nous concentrons sur des scénarios qui n'arriveront probablement jamais. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est réellement sous notre contrôle, le présent. Marc Aurèle nous rappelle que nous ne devons pas laisser l'avenir nous troubler, car nous l'affronterons avec les mêmes outils que nous possédons aujourd'hui. Les stoïciens
suggère que, plutôt que de nous inquiéter de ce qui n'a pas encore eu lieu, nous devons nous concentrer sur les actions que nous pouvons entreprendre maintenant. En adoptant cette mentalité, nous réduisons l'anxiété liée à l'avenir et apprenons à vivre le présent avec plus de sérénité et d'efficacité. Fait numéro 3. Les gens sont plus heureux lorsqu'ils dépensent pour des expériences plutôt que pour des objets. Nous avons tous ressenti cette excitation en achetant quelque chose de nouveau. Un téléphone, une paire de chaussures ou une voiture. Mais as-tu remarqué que cette satisfaction initiale disparaît rapidement? Le bonheur que nous procurent les biens matériels est, en général, assez éphémère. En revanche, lorsque nous dépensons pour des expériences, comme des voyages, des concerts ou des activités que nous apprécions, ce bonheur tend à être plus durable. Ce n'est pas un hasard. La science psychologique le confirme. Les gens sont plus heureux lorsqu'ils investissent dans des expériences plutôt que dans des objets. Pourquoi cela se produit-il? Les objets deviennent vite banals. Au début, ce nouveau téléphone est excitant, mais en quelques jours, il fait déjà partie de ta routine quotidienne. Cependant, les expériences ont une valeur émotionnelle beaucoup plus profonde. Non seulement elles nous procurent du bonheur au moment où elles se produisent, mais elles nous laissent également des souvenirs que nous pouvons revivre encore et encore. Un voyage, une sortie entre amis ou l'apprentissage de quelque chose de nouveau reste avec nous de manière plus permanente et nous comble de satisfaction chaque fois que nous y repensons. Les stoïciens comprenaient aussi ce concept, bien que d'une perspective différente. Épictète enseignait que les choses extérieures, les objets, l'argent, le luxe, ne sont pas ce qui nous apporte véritablement bonheur ou satisfaction dans la vie. En fait, si nous basons notre bonheur sur des choses extérieures, nous serons toujours vulnérables à l'insatisfaction, car les objets se cassent, se démodent ou perdent leur éclat. En revanche, les expériences, surtout celles qui nous aident à grandir ou à nous connecter avec les autres, nous procurent une satisfaction plus profonde et durable. Imagine que tu aies le choix de dépenser une somme d'argent considérable pour un objet, disons une montre de luxe, ou pour un voyage avec des amis vers un endroit que tu as toujours rêvé de visiter. La montre te fera plaisir au début, tu la porteras avec fierté, mais avec le temps, ce sentiment de nouveauté s'estompera. En revanche, le voyage t'offrira bien plus, de nouveaux paysages, des moments inoubliables et surtout des connexions humaines. Chaque fois que tu penseras à cette expérience, tu ressentiras à nouveau ce bonheur. Du point de vue stoïcien, cela fait beaucoup de sens. Les enseignements stoïciens nous invitent à vivre le moment présent et à trouver la satisfaction dans ce qui ne peut nous être enlevé. Nos expériences, nos émotions, nos interactions avec les autres. Marc Aurèle nous rappelait dans ses méditations que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la capacité à vivre avec vertu et avec un esprit tranquille, ce qui se cultive à travers des expériences significatives. Et pourquoi les expériences ont-elles un impact aussi positif sur notre bien-être émotionnel? Parce qu'elles nous connectent souvent davantage aux autres et à nous-mêmes. La psychologie montre que partager des moments avec des amis ou des membres de la famille, apprendre quelque chose de nouveau ou explorer des endroits inconnus nous donne un sentiment d'appartenance et de but. Les expériences nous permettent de voir le monde sous un autre angle, enrichissent notre esprit et nous offrent des souvenirs que nous chérissons longtemps. Fait numéro 4. Le cerveau humain a tendance à surévaluer les récompenses immédiates par rapport aux récompenses à long terme. Combien de fois as-tu su que ce qui est le mieux pour toi se trouve dans le futur, mais tu t'es quand même laissé tenter par ce qui te procure une satisfaction instantanée? Cette sensation de choisir ce qui apporte une récompense immédiate, même en sachant que ce n'est pas la meilleure option à long terme, est quelque chose que nous avons tous expérimenté. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est un fait psychologique. Le cerveau humain est programmé pour préférer les récompenses immédiates, même si les récompenses à long terme sont souvent plus significatives et durables.
Ce phénomène est connu sous le nom de biais de l'escompte hyperbolique. En termes simples, cela signifie que notre cerveau a tendance à surévaluer une gratification instantanée par rapport à une récompense future, même si cette dernière est plus grande ou plus importante. C'est la raison pour laquelle nous préférons manger un dessert maintenant, même si nous savons que, sur le long terme, il serait préférable de maintenir une alimentation saine. Ou encore, pourquoi nous choisissons souvent le confort du canapé plutôt que l'effort physique de l'exercice, même en sachant que l'activité physique apportera de grands bénéfices à long terme. C'est ici que le stoïcisme offre une solution incroyablement pratique. Les stoïciens enseignaient que nous devons développer l'autocontrôle pour résister à ces tentations immédiates et, à la place, nous concentrer sur ce qui nous apportera véritablement des bénéfices à long terme. Épictète disait « La liberté ne consiste pas à obtenir ce que tu désires, mais à ne pas le désirer ». Cela signifie qu'en entraînant ton esprit à résister à la gratification instantanée, tu te libères de l'urgence constante de satisfaire des désirs momentanés et tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment. Imagine que tu aies deux options, passer l'après-midi à regarder une série ou travailler sur un projet personnel qui pourrait améliorer ta vie à long terme. Le cerveau, cherchant la gratification immédiate, te dira qu'il est plus facile et plus agréable de te détendre maintenant et de reporter le travail à plus tard. Mais si tu suis les enseignements stoïciens, tu sais que la véritable valeur réside dans l'effort que tu investis aujourd'hui pour obtenir des récompenses plus significatives dans le futur. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelait que le véritable chemin vers le bonheur est de cultiver la vertu, et cela nécessite du travail et de la patience. Il ne s'agit pas de ce que tu peux obtenir immédiatement, mais de la manière dont tu agis pour atteindre quelque chose de plus grand à long terme. Le stoïcisme nous enseigne à être patient, à ne pas nous laisser dominer par nos impulsions et à réfléchir aux conséquences de nos actions. D'un point de vue psychologique, la discipline et l'autocontrôle sont des compétences que l'on peut développer. Plus tu pratiques la résistance à la gratification instantanée, plus ta capacité à te concentrer sur tes objectifs à long terme devient forte. En agissant ainsi, non seulement tu prendras de meilleures décisions pour ton futur, mais tu ressentiras également une plus grande satisfaction émotionnelle à long terme, car tu auras choisi ce qui te profite réellement. La prochaine fois que tu fais face à une tentation, pense à cela. Vaut-il mieux céder à la récompense immédiate ou investir dans l'avenir que tu désires vraiment? Le stoïcisme t'invite à choisir ce qui a une valeur durable, à résister à l'immédiateté et à te concentrer sur la croissance et la vertu. Car au final, les récompenses qui viennent avec le temps sont celles qui ont le plus grand impact et enrichissent notre vie. Fait numéro 5, l'esprit humain se concentre sur ce qui manque, plutôt que sur ce qu'il possède. As-tu remarqué que, peu importe combien de bonnes choses tu as dans ta vie, ton esprit a tendance à se focaliser sur ce qui te manque? C'est comme si, au lieu de profiter de ce que tu as déjà accompli, une voix intérieure te rappelait constamment que tu n'as toujours pas cela qui te fait défaut. Ce schéma est incroyablement courant et repose sur des bases psychologiques bien établies. Le cerveau humain est programmé pour identifier les manques comme un moyen de survie et d'amélioration de nos conditions, mais dans la vie moderne, cette tendance à se concentrer sur ce que nous n'avons pas peut engendrer une insatisfaction permanente. D'un point de vue évolutif, cette focalisation sur ce qui nous manque aidait nos ancêtres à survivre. S'ils cherchaient constamment de la nourriture, un abri ou de meilleures conditions, ils augmentaient leurs chances de survie. Cependant, aujourd'hui, cette inclinaison naturelle peut nous piéger mentalement en nous faisant sentir que rien n'est jamais suffisant. Cette habitude de penser à ce qui nous manque est ce qui nous fait ressentir de l'insatisfaction, même lorsque nous sommes entourés de bonnes choses. C'est ici que le stoïcisme offre un puissant outil pour briser ce cycle. Les stoïciens enseignaient que la clé de la paix intérieure et du véritable bonheur réside
dans l'appréciation de ce que nous avons déjà, plutôt que dans l'obsession de ce qui nous manque. Sénèque disait « La véritable richesse ne consiste pas à posséder beaucoup de choses, mais à avoir peu de besoins. » Cela signifie que la clé de la satisfaction ne réside pas dans l'accumulation, mais dans l'apprentissage de l'appréciation de ce qui est déjà à notre disposition. Au lieu de penser à ce qui te manque, le stoïcisme t'invite à te concentrer sur la gratitude. En valorisant ce que tu as en ce moment, que ce soit en termes de relations, d'accomplissement personnel ou simplement du fait d'être en vie et en bonne santé, tu fais l'expérience d'une transformation profonde. Ce sentiment d'insuffisance commence à disparaître et est remplacé par un sentiment de plénitude et de paix. Imagine que tu as un bon travail, des amis qui te soutiennent et une vie confortable. Pourtant, il est facile de tomber dans le piège de penser à ce que tu n'as pas, une promotion, une meilleure voiture ou l'approbation de quelqu'un. Mais si tu suis les enseignements stoïciens, tu te rends compte que ces manques ne sont qu'une distraction. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelait constamment « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Si tes pensées sont toujours concentrées sur ce qui te manque, tu ne connaîtras jamais une satisfaction complète. La psychologie moderne confirme cette idée. De nombreuses études ont montré que pratiquer la gratitude et se concentrer sur ce que nous avons déjà améliore considérablement notre bien-être mental et émotionnel. En dirigeant notre attention vers le positif, nous entraînons notre cerveau à apprécier le présent et à réduire cette anxiété liée à l'idée de ne jamais avoir assez. La prochaine fois que tu te surprends à penser à ce qui te manque, arrête-toi et réfléchis à ce que tu possèdes déjà. Fais une liste mentale ou écrite des choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Cet acte simple de gratitude est un exercice stoïcien qui peut transformer complètement ta perspective et t'apporter un sentiment de calme et de bien-être. Fait numéro 6. Les gens procrastinent parce qu'ils sous-estiment l'effort nécessaire. T'es-tu déjà dit que tu allais remettre quelque chose à plus tard, en pensant que ce ne serait pas si difficile ou que tu aurais largement le temps? Et lorsque le moment est enfin venu de t'y atteler, tu réalises que tu avais sous-estimé la complexité de la tâche ou l'effort requis. C'est un phénomène très courant et l'une des principales raisons pour lesquelles nous procrastinons. La psychologie nous dit que nous procrastinons souvent parce que nous avons tendance à sous-estimer le temps et l'effort nécessaires pour accomplir une tâche. Ce comportement est connu sous le nom de biais de planification. Lorsque nous pensons à l'avenir, nous avons tendance à l'idéaliser, croyant que nous aurons plus d'énergie, de motivation ou de temps pour faire les choses. Ainsi, au lieu de commencer la tâche immédiatement, nous préférons la reporter, en nous fiant à une fausse impression que ce sera plus facile que cela ne l'est vraiment. Mais au moment de l'affronter, nous nous rendons compte que nous avons sous-estimé l'effort, ce qui génère du stress et, dans de nombreux cas, encore plus de procrastination. Le stoïcisme offre une perspective unique pour combattre cette habitude de procrastiner. Les stoïciens nous enseignaient l'importance de faire face à la réalité telle qu'elle est, sans idéalisation ni illusion. Sénèque, dans ses écrits, conseillait « Pendant que nous perdons notre temps à hésiter et à remettre à plus tard, la vie continue. Cela signifie que chaque fois que nous retardons une tâche importante, nous gaspillons une occasion précieuse d'agir dans le présent. » La procrastination n'est pas seulement une question de temps, c'est aussi une question d'état d'esprit. Les stoïciens croyaient fermement en l'action présente. Marc Aurèle disait « Ne te laisse pas distraire, mais continue d'avancer en faisant ton devoir. » Autrement dit, au lieu de remettre à plus tard, nous devons agir dans l'instant, en étant conscients que le présent est tout ce que nous contrôlons réellement. En comprenant cela, nous réalisons que l'effort que nous avons sous-estimé est précisément celui que nous devons affronter avec détermination dès maintenant, plutôt que de le reporter. Imagine que tu as une tâche importante qui te pèse, mais tu continues de te dire que demain sera plus facile, que tu le feras demain.
Cependant, ce que les stoïciens t'enseignent, c'est que cette tâche ne deviendra pas plus facile avec le temps. En réalité, plus tu la repousses, plus elle te semblera grande et compliquée. Épictète enseignait que nous devons accepter la vie telle qu'elle est, avec ses défis et difficultés, et que fuir ces défis ne fait qu'augmenter le stress et la frustration. La psychologie nous montre également que faire face à une tâche au moment où nous l'identifions nous donne un sentiment d'accomplissement et de contrôle sur notre vie. Souvent, l'idée même de la tâche est bien plus intimidante que la tâche en elle-même. En agissant maintenant, plutôt qu'en procrastinant, nous réduisons la charge émotionnelle associée à la procrastination et nous reprenons le contrôle, ce qui entraîne un meilleur bien-être émotionnel et une gestion plus efficace du temps. Alors, la prochaine fois que tu te sens tenté de procrastiner, souviens-toi de cet enseignement stoïcien. Fais ce que tu peux aujourd'hui. Ne te laisse pas duper par l'idée que ce sera plus facile demain. La réalité est que l'effort que tu sous-estimes aujourd'hui sera toujours là. Et plus tôt tu y feras face, plus vite tu pourras avancer. Le présent est ta meilleure opportunité pour agir. Fait numéro 7. Les gens ont tendance à être plus innovants lorsqu'ils sont épuisés. C'est curieux, mais certains des meilleurs moments de créativité et d'innovation surgissent lorsque nous sommes fatigués. Bien que la logique nous dirait que nous avons besoin d'être reposés et frais pour bien réfléchir, la réalité est que, lorsqu'on est fatigué, notre cerveau a tendance à prendre des chemins moins conventionnels pour résoudre les problèmes. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que l'épuisement réduit notre capacité à filtrer les idées ou à suivre des schémas rigides, ce qui ouvre la porte à l'innovation. Quand nous sommes reposés, nous avons tendance à suivre les règles, à appliquer la logique et à utiliser l'approche la plus évidente. Cependant, lorsque nous sommes fatigués, notre cerveau dispose de moins d'énergie pour maintenir ses filtres et ses structures en place. En conséquence, nous commençons à penser de manière plus libre, à faire des connexions que nous n'aurions peut-être pas faites autrement. C'est dans ces moments que les idées les plus créatives, bien que parfois inhabituelles, ont la possibilité d'émerger. Les stoïciens nous invitent également à considérer la fatigue sous un angle de force mentale. Bien que cela ne soit pas directement lié à la créativité, les stoïciens comme Sénèque et Épictète parlaient de l'importance de persévérer, même lorsque les circonstances ne sont pas idéales. La fatigue, qu'elle soit physique ou mentale, est quelque chose que tout le monde traverse. Cependant, la sagesse stoïcienne nous rappelle que notre esprit peut toujours trouver des moyens de s'adapter, même lorsqu'il semble que nous n'ayons plus d'énergie. Marc Aurèle, l'un des grands penseurs stoïciens, nous disait que nous devons continuer à avancer, même lorsque nous nous sentons épuisés. La clé est de ne pas céder face à l'inconfort, mais de l'accepter comme une partie du processus. Dans ces moments d'épuisement, le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas chercher à fuir, mais à trouver une nouvelle façon d'avancer. Dans ce cas précis, cette nouvelle manière d'avancer peut être une étincelle de créativité. D'un point de vue psychologique, des études ont montré que lorsque notre cerveau est fatigué, il réduit son contrôle sur ce que nous considérons comme correct ou logique, ce qui nous permet de penser en dehors des sentiers battus. Ainsi, ce qui pourrait sembler être un désavantage, l'épuisement, devient en réalité un avantage pour l'innovation. Nous nous permettons de considérer des options que, dans un état mental plus contrôlé, nous aurions peut-être rejetées. Imagine que tu travailles sur un projet important. Tu passes des heures à chercher une solution, mais les idées ne viennent pas comme tu l'espérais. Juste au moment où tu te sens le plus épuisé, une solution inattendue te vient à l'esprit. Cette idée ne surgit pas parce que tu es à ton meilleur niveau de clarté mentale, mais parce que ta fatigue t'a permis de penser de manière moins structurée, t'ouvrant à des approches créatives que tu n'avais peut-être pas envisagées avant. Cela ne signifie pas que nous devrions nous forcer à l'épuisement comme un moyen d'être plus créatifs. Mais lorsque tu te sens fatigué et que les idées semblent stagner,
Souviens-toi que ton cerveau pourrait être sur le point de te proposer une nouvelle perspective. L'épuisement n'est pas toujours un obstacle. Parfois, il ouvre une porte vers une créativité que, dans des conditions normales, tu n'aurais pas découverte. Fait numéro 8. Les gens ne valorisent pas suffisamment l'effet des petits gestes de bonté. As-tu déjà reçu un petit geste de bonté qui, bien que simple, a complètement changé ta journée? Ce qui est intéressant, c'est que, même si nous avons tous vécu de tels moments, nous avons tendance à sous-estimer l'impact qu'un petit acte de gentillesse peut avoir, tant sur nous-mêmes que sur les autres. Beaucoup pensent que pour faire une réelle différence, il faut de grands gestes ou des actions importantes. Pourtant, la vérité est que les petits gestes de bonté ont souvent un effet beaucoup plus profond que nous ne l'imaginons. D'un point de vue psychologique, des études ont montré que les petites actions de bonté, comme un sourire, un compliment ou un simple merci, peuvent avoir un impact positif sur l'état d'esprit, tant pour celui qui les reçoit que pour celui qui les donne. Ces gestes activent l'ocytocine, également connue sous le nom de hormone de l'amour, qui nous fait nous sentir plus connectés aux autres et améliore notre bien-être général. Mais, ce qui est encore plus surprenant, c'est que même si ces gestes nous font du bien, la plupart des gens sous-estiment leur pouvoir et ne les pratiquent pas aussi souvent qu'ils le pourraient. C'est ici que le stoïcisme offre une leçon précieuse. Les stoïciens nous enseignaient qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur des petites actions. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelait que tous les êtres humains sont connectés et que nos actions, même les plus modestes, peuvent avoir un impact sur le réseau des relations humaines. Un petit geste de bonté est une façon de vivre selon les principes stoïciens de vertu et de compassion, démontrant que même les actions les plus simples peuvent être de grande importance. Les stoïciens valorisaient profondément la bonté et le devoir de traiter les autres avec respect et générosité. Sénèque disait « Partout où il y a un être humain, il y a une opportunité pour la bonté ». Cette idée renforce le fait qu'il n'est pas nécessaire de faire de grands sacrifices pour pratiquer la vertu. Souvent, il suffit d'une parole gentille ou d'une petite aide pour marquer une différence significative dans la vie de quelqu'un. Imagine cela. Tu passes une journée difficile et quelqu'un te fait un compliment sincère ou t'aide avec quelque chose de simple, sans rien attendre en retour. Ce petit geste peut complètement changer ta perspective, te faisant sentir valorisé et apprécié. De la même manière, les petits actes de bonté que tu fais pour les autres, même s'ils ne reçoivent pas toujours une réponse immédiate, ont un impact qui va bien au-delà de ce que tu peux voir sur le moment. Les stoïciens croyaient fermement à l'idée de faire le bien, non pas pour la reconnaissance, mais simplement parce que c'est la bonne chose à faire. La psychologie moderne soutient cette vision. Les études montrent que les personnes qui réalisent des actes de bonté, même les plus petits, connaissent une amélioration de leur bien-être émotionnel. La bonté crée un cycle positif, tant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Cependant, la plupart d'entre nous ne reconnaissent pas la vraie valeur de ces petits gestes et ont tendance à ignorer leur puissance pour créer des connexions plus profondes et plus significatives avec les autres. Fait numéro 9. Les gens ont tendance à idéaliser le passé et à craindre l'avenir. As-tu déjà remarqué que nous regardons souvent le passé avec nostalgie en pensant que les choses étaient mieux à cette époque, tandis que l'avenir nous remplit d'anxiété et d'inquiétude? C'est une tendance psychologique courante, idéaliser le passé et craindre l'avenir. Nous croyons souvent que les bons moments sont derrière nous et que ce qui nous attend est incertain, voire dangereux. Cependant, cette perception ne reflète pas toujours la réalité. D'un point de vue psychologique, cela se produit parce que notre esprit a tendance à réécrire le passé de manière à le rendre plus simple ou plus agréable qu'il ne l'était réellement. Nous nous accrochons aux souvenirs positifs tout en minimisant les défis que nous avons rencontrés, tandis que l'avenir, étant inconnu, active nos instincts de survie et nous remplit d'incertitudes.
C'est une manière pour notre cerveau de nous protéger de la peur de l'inconnu, mais cela nous empêche de vivre pleinement le moment présent. C'est ici que le stoïcisme offre une leçon précieuse. Les stoïciens nous rappellent que ni le passé ni l'avenir ne doivent contrôler notre paix intérieure. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait « Ne laisse pas le futur te troubler. Tu l'affronteras, si nécessaire, avec les mêmes outils que tu utilises aujourd'hui pour affronter le présent. » Cette phrase encapsule une leçon fondamentale. Le passé n'existe plus et l'avenir n'est pas encore là. La seule chose que nous avons, c'est le présent. Et c'est ce que nous devons apprendre à exploiter au maximum. Idéaliser le passé peut nous faire sentir prisonniers d'une version de nous-mêmes qui n'existe plus. Nous nous accrochons à des moments qui sont passés, oubliant que la croissance et le changement font partie de la vie. Les stoïciens enseignaient que nous devons accepter le flux naturel de la vie, ce qui implique de lâcher prise sur le passé et de ne pas craindre l'avenir. Comme le disait Sénèque, la vie, ce n'est pas d'attendre que la tempête passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Cela signifie qu'au lieu de regarder en arrière ou de s'inquiéter de ce qui est à venir, nous devons nous concentrer sur la manière dont nous vivons aujourd'hui, dans l'instant présent. La psychologie soutient cette idée, montrant que les personnes qui se concentrent davantage sur le présent sont généralement plus heureuses et moins anxieuses. En nous entraînant à être plus présents dans l'ici et maintenant, nous réduisons le poids de la nostalgie du passé et la peur de l'avenir. Vivre dans le présent nous permet de profiter de ce qui se passe actuellement, au lieu de vivre dans l'illusion d'un passé parfait ou la crainte d'un avenir incertain. Imagine que tu te retrouves souvent à te rappeler les bons moments, en pensant que tu ne pourras jamais recréer ces moments-là. Ou peut-être t'inquiètes-tu de ce que l'avenir pourrait te réserver, avec une sensation constante d'anxiété face à l'inconnu. Le stoïcisme t'offre une réponse claire. Le passé ne peut pas revenir et l'avenir n'est pas encore là. Ce qui est à ta portée, c'est la manière dont tu choisis de vivre ce moment. Et c'est la véritable source de pouvoir et de paix. Lorsque tu reconnais que l'idéalisation du passé n'est qu'une illusion et que la crainte de l'avenir est un piège mental, tu peux commencer à profiter davantage de la vie dans le présent. Le stoïcisme nous invite à pratiquer la gratitude pour ce que nous avons maintenant, à agir avec vertu dans le présent et à avoir confiance en notre capacité à affronter tout défi que l'avenir pourrait nous apporter. Fait numéro 10. La majorité des gens se perçoivent comme supérieurs aux autres. C'est un phénomène curieux, mais presque tous, à un certain degré, avons tendance à croire que nous sommes meilleurs que les autres dans certains domaines. Que ce soit en intelligence, en moralité, en compétence ou en caractère, la psychologie a montré que beaucoup de gens ont tendance à surestimer leurs propres qualités et à se percevoir comme supérieurs à la moyenne. Ce biais, connu sous le nom de « effet de supériorité illusoire », nous conduit à penser que nous sommes au-dessus de la moyenne dans plusieurs catégories, même lorsque la réalité ne le soutient pas. Pourquoi cela se produit-il ? L'esprit humain est conçu pour protéger l'estime de soi. Nous nous accrochons à l'idée que nous sommes meilleurs que les autres pour nous sentir plus en sécurité et plus valorisés. Cependant, cette perception n'est pas toujours exacte et peut engendrer des problèmes dans nos relations interpersonnelles et dans notre capacité à être honnêtes envers nous-mêmes. Le fait que beaucoup se considèrent comme supérieurs engendre des conflits, car cela diminue l'empathie et la capacité de reconnaître nos propres limites ou les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. C'est ici que le stoïcisme offre une leçon cruciale. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance de l'humilité et de la connaissance de soi. Sénèque enseignait que l'arrogance, la croyance que nous sommes meilleurs que les autres, n'est pas seulement un obstacle à la paix intérieure, mais aussi à notre développement personnel.
Les stoïciens nous invitent à nous tourner vers l'intérieur avec honnêteté, à reconnaître nos forces tout autant que nos faiblesses, sans avoir besoin de nous comparer constamment aux autres. Épictète, un autre grand penseur stoïcien, nous rappelait que nous devons nous concentrer sur l'amélioration de notre caractère plutôt que sur la comparaison avec les autres. Au lieu de penser que nous sommes supérieurs, les stoïciens nous enseignent à adopter une attitude de modestie et à nous focaliser sur notre propre vertu. En faisant cela, non seulement nous devenons plus conscients de nos domaines d'amélioration, mais nous devenons également plus aptes à comprendre les autres et à reconnaître que chacun a ses propres luttes et défis à surmonter. D'un point de vue psychologique, ce biais de supériorité peut limiter notre croissance. Lorsque nous croyons être meilleurs que les autres, nous courons le risque de cesser d'apprendre et de nous améliorer. Le stoïcisme, en revanche, nous encourage à garder l'esprit ouvert, toujours prêt à apprendre des autres et de nos propres expériences. La véritable force stoïcienne ne vient pas du fait de nous sentir supérieurs, mais de reconnaître que nous pouvons toujours nous améliorer et que nos vertus se développent à travers la réflexion et le travail constant. Imagine que, dans ta vie quotidienne, tu te retrouves souvent à penser que tu as plus raison que les autres ou que tes opinions sont les plus valides. Cette perception peut te fermer à de nouvelles idées ou te rendre moins réceptif aux critiques constructives. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle « Accepte volontiers si quelqu'un te signale quelque chose que tu n'as pas bien fait et corrige-le. Si ce n'est pas vrai, alors défends-toi de la bonne manière. » Cette attitude d'ouverture et d'humilité est l'antithèse de la croyance que nous sommes supérieurs. Quand nous comprenons que personne n'est parfait et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre des autres, nous commençons à voir les relations humaines de manière plus équilibrée. Au lieu de chercher la supériorité, nous cherchons la croissance personnelle. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la comparaison avec les autres, mais dans l'effort quotidien pour améliorer notre propre caractère et agir avec vertu.